bonjour à tous nos amis. Petite vidéo sur ce qui se passe en Roumanie. Je pense que beaucoup d'entre vous ont appris hier que fort démocratiquement, la Cour suprême de Roumanie avait annulé en cours de route l'élection présidentielle 48 heures avant le deuxième tour, parce qu'elle considérait que le premier, celui qui était arrivé premier, euh, autour de 23% des voix, si j'ai bien compris, aurait fait une campagne avec des ingérences extérieures et en utilisant des moyens frauduleux. Bien. Donc, ça a réagi pas mal, y compris qu'on a constaté que son adversaire avait déploré cet arrêt, souhaitant que le deuxième tour puisse avoir lieu. J'ai donc pensé que c'était pas mal de faire un point sur ce qui se passe là-bas parce que ce genre de problème se multiplie. Euh, Zelensky n'est plus président depuis maintenant plusieurs mois. Il n'a pas été soumis à l'élection. Madame Zorachvili, qui est la présidente française, elle est française, diplomate française professionnelle, présidente de la Géorgie, a déclaré que malgré le fait que son mandat soit échu, compte tenu du fait qu'elle ne reconnaissait pas les élections législatives, elle allait donc conserver son poste. En bon français, ça s'appelle un coup d'État. Et là, maintenant, on a un autre épisode assez savoureux qui se déroule en Roumanie. Alors, pour mieux comprendre, j'ai pensé intéressant d'interroger quelqu'un, de donner la parole à quelqu'un qui connaît bien la Roumanie, qui y a vécu 15 ans. Il s'agit de Modeste Schwartz, que pas mal d'entre vous doivent connaître, son blog, ses interventions sur différents sites, et qui, je crois, a une connaissance vraiment intime de ce pays et de ce qui s'y passe aujourd'hui. Donc, mon cher Modeste, je vous passe la parole en vous posant la question, que se passe-t-il? Oui, bonjour Régis de Castelnau. Vous avez assez, je dirais assez bien décrit la situation euh, par rapport à ce qu'il est permis d'en savoir en ce moment dans le monde de langue française. Je dirais même étonnamment bien, étant donné qu'il y a une avalanche de désinformation qui commence bien sûr par le mainstream informatif, qui est aujourd'hui plus complotiste, si j'ose dire, que les complotistes. Donc, je fais référence notamment à Euronews, qui, comme je viens de l'écrire sur mon fil Telegram, le fil Telegram de Modeste Schwartz, s'est fendu d'un très court reportage de moins d'une minute, mais qui est un concentré de désinformation. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'effectivement, la Cour constitutionnelle roumaine a interrompu le processus démocratique entre guillemets, juste avant le second tour. On pourrait même dire, c'est pire que ça en réalité. Le second tour, dans les sections consulaires, avait déjà commencé. C'est-à-dire, il y avait déjà des citoyens roumains qui avaient introduit leur bulletin dans des urnes à l'étranger, au moment où, donc hier, vendredi 5 décembre 2024, la Cour constitutionnelle roumaine a décidé de l'annulation du premier tour de ces élections et donc aussi du second tour. C'est-à-dire que si un second tour doit un jour avoir lieu, ce sera après un nouveau premier tour au terme de cette décision. Ensuite, il faut voir si elle va être respectée ou pas et quel type de régime va naître suite à cette décision. Parce que là, je pense qu'il est assez consensuel. Je serais assez consensuel en disant qu'il s'agit d'une crise de régime. Bon. Euh, alors, ce qui complique encore les choses, c'est que cette même Cour constitutionnelle roumaine, donc là, on parle d'une décision d'hier, hein, donc du 6 décembre. Oui, mais cette même Cour, le 3 décembre, avait déjà rendu une décision sur ce fameux premier tour de la présidentielle roumaine qui a eu lieu fin novembre, parce qu'il y avait eu une première contestation qui portait en fait sur le décompte des voix, c'est-à-dire qu'un candidat, d'ailleurs classé tout à fait dans le bas du classement, hein, mais pour des raisons d'ailleurs un peu obscures, un peu mystérieuses, avait décidé de contester ces résultats, d'où une première décision, disons, procédurale qui avait été d'ordonner un recompte des voix.
lequel s'est terminé lundi. Et suite à ce décompte, qui a d'ailleurs confirmé les résultats du décompte initial, la Cour constitutionnelle roumaine avait émis une première décision donc en date du 3 décembre, 3 jours avant la décision d'hier, qui, de facto, par implication, validait ce premier tour de scrutin. Parce que, vous comprenez, c'est là que ça devient absurde. C'est-à-dire, ils nous disent, ça a été manipulé, il faut tout annuler, etc. Ils vous disent ça vendredi. Oui, mais mercredi, ils avaient validé les résultats donc d'un premier tour dont ils étaient déjà censés savoir qu'il aurait été totalement manipulé. Ouais, donc, bon, on est dans le grand n'importe quoi juridique. J'y ajoute les remarques que j'ai trouvées cet après-midi sous la plume de Gheorghe Piperea, un avocat qui est aussi eurodéputé sous les couleurs du parti AUR, et qui faisait remarquer, c'est un avocat célèbre, hein, il a été conseiller d'un Premier ministre dans les années 2010, et qui faisait remarquer que la décision de vendredi est totalement bâclée, c'est-à-dire la partie spécifiquement juridique, donc de motivation juridique de la décision est quasi inexistante, donc c'est une sorte d'extemporel, comme lui l'appelle, de biais politique. On a l'impression qu'une secrétaire de la Cour constitutionnelle a kidnappé, enfermé les juges dans une salle de réunion et a rédigé ça en usurpant les codes de l'institution. Enfin, c'est absolument surréaliste. Et encore une fois, ça vient en contradiction d'une décision de la même Cour datant de mercredi, c'est-à-dire d'une date à laquelle il est impossible de ne pas supposer qu'ils avaient déjà connaissance, même depuis un bon bout de temps, du contenu de ces fameux rapports des services secrets, mais qui ont été la semaine dernière, enfin cette semaine, pardon, dans le courant de cette semaine, déclassifiés, enfin publiés, rendus publics à la demande du président sortant Klaus Iohannis, et qui serait, paraît-il, qui formerait le fond, en fait, de la motivation de leur décision, donc sur le fond, c'est-à-dire cette fameuse histoire d'ingérence étrangère. Alors, le gros problème, c'est qu'en fait, rien, je dis bien rien dans ces rapports, ne permet factuellement d'établir un lien entre la campagne de Calin Georgescu et euh, des puissances externes, et notamment la Russie, puisque c'est le pays que tout le monde a à l'esprit. C'est même un peu plus que l'esprit, parce que ce même petit reportage d'Euronews vous parle d'influence russe comme si ça avait été mentionné tel quel dans la fameuse décision de la Cour constitutionnelle roumaine. Non! C'est-à-dire que même ces juges qu'on peut probablement aujourd'hui considérer comme des factieux, hein, comme des putschistes, n'ont pas osé mentionner la Russie dans leur décision. Le mot Russie n'apparaît pas non plus dans ces fameux rapports des services secrets roumains. On y parle d'un acteur étatique externe. Et donc finalement, c'est Blinken, Anthony Blinken, le cadavre politique Blinken, parce que lui, maintenant, il n'a plus grand-chose à perdre, qui a été le premier, d'ailleurs, dans une longue liste. Est-ce que lui-même avait conscience de raconter n'importe quoi? C'est une question douteuse, hein. Mais suite, en fait, en réaction à la fameuse interview de Lavrov par Tucker Carlson, il s'est lancé dans une longue diatribe où il explique à la Russie qu'elle perd sur tous les fronts, qu'elle perd en Moldavie, qu'elle perd en Géorgie, qu'elle perd en Roumanie. Et c'est là que pour la première fois, en fait, et donc pas en Roumanie, la Russie a été mentionnée comme étant, paraît-il, ce fameux acteur étatique externe qui aurait contribué qui aurait influencé les élections présidentielles roumaines en favorisant en ligne sur Internet la candidature du favori surprise du premier tour, Călin Georgescu. Mais c'est là qu'apparaît le problème suivant. C'est que, évidemment, quand on est en ligne et qu'on parle d'interférence au sens où il suffit qu'on puisse constater l'existence de comptes qui ont été créés ad hoc, etc. Oui, d'accord, mais par qui? Et surtout, les rapports, par exemple, ne contiennent aucune information concernant l'efficacité de ces créations de comptes. Donc, quelqu'un a créé des comptes
qu'on peut lier à la campagne de Georgescu, d'accord, ça, ces rapports le constatent. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? En tout cas, si on fait confiance aux rapports, ça a dû se produire. Est-ce que pour autant, ces comptes créés à ce moment-là ont vraiment pu influencer la campagne et dans quelle mesure? Parce que, n'est-ce pas, des malversations électorales en tout genre, dans des grands pays, comme ça, c'est un pays de 20 millions d'habitants, la Roumanie, ben, on en trouve en France, aux États-Unis, on en trouve à chaque élection, élection après élection. La grande question qui se pose dans ces cas-là, c'est toujours de savoir si les malversations réelles ou imaginaires, mais si elles ont pu influencer le résultat final. Or, je rappelle que Calin Georgescu est arrivé en premier, en tête du premier tour, avec 23% des voix, avec une participation relativement élevée, hein. Donc, si on pourrait, en prenant au pied de la lettre, en prenant pour parole d'évangile ces rapports des services secrets roumains, on pourrait arriver à la conclusion que peut-être, grâce à l'intervention, au paiement, hein, puisque c'est de la visibilité Internet qui s'achète, bon, de quelqu'un, mais vraiment aucune manière, même à partir de ces rapports, de dire qui serait ce quelqu'un, hein. Il y a de fortes chances pour que ce soit Calin Georgescu lui-même ou son équipe, disons. Et là, le seul problème qu'il aurait avec la loi, dans ce cas-là, parce que tout ça est légal, par ailleurs, ce serait en fait avec le fisc. C'est-à-dire que comme lui dit qu'il a fait une campagne à zéro budget, donc j'imagine qu'il n'a même pas présenté de compte de campagne, euh, à partir du moment où on pourrait démontrer qu'il y a un lien entre ces créations de comptes et lui, bah, j'imagine que quelqu'un dans le système judiciaire roumain pourrait aller le trouver et lui demander, écoutez, d'où venait cet argent de... Ouais, ouais. Et donc, le problème qu'il aurait en première instance, je dirais, avec cette histoire de compte TikTok, ce serait un problème, en fait, fiscal, hein. D'où Alors, viennent... Modeste, je voudrais, là, vous répondez déjà, vous êtes déjà en contestation du motif qui a été avancé. Je voudrais revenir un petit peu sur la procédure. Bon, il se trouve que, argument d'autorité, le droit électoral a été une de mes grosses spécialités. Donc, le droit électoral français, bien sûr, mais le droit électoral dans beaucoup d'autres pays et le droit électoral tel qu'il est vu par le droit international. Il y a des principes, il y a des règles qui existent. La preuve, on en voit très souvent pour des scrutins des observateurs internationaux et donc qui examinent les scrutins à partir de ces règles internationalement reconnues. On ne peut pas interrompre un processus électoral. Le contrôle par le juge, qui est légitime, le contrôle par le juge se fait a posteriori. Il se fait a posteriori. C'est l'autorité administrative qui organise le scrutin. Celui-ci se déroule et une fois qu'il s'est déroulé, s'il y a eu des faits, des fraudes, des problèmes de financement, des campagnes illégales, à ce moment-là, on constatera que ces faits-là, ces irrégularités, ces illégalités, ont altéré la sincérité du scrutin. C'est ça le terme principal. Et le premier tour, l'examen par le juge du premier tour ne peut se faire qu'après le deuxième. Quand il y a deux tours, hein, quelquefois il y a des élections avec un seul tour, ne peut se faire qu'après le deuxième. Et d'ailleurs, le jugement du scrutin ne peut aboutir à l'annulation du premier tour, ce qui entraîne l'annulation de la totalité du processus, puisque le deuxième tour devient de ce fait impossible. Donc, le fait d'intervenir en amont comme ça, il y a très peu de précédents. Je ne parle pas de dictature ou de pantomime, hein, mais on se rappelle peut-être ce qui était arrivé au Front islamique du salut. Alors, il a pris cette forme-là après, quand il est passé au terrorisme, mais au moment où les autorités algériennes, voyant qu'ils allaient perdre contre les islamistes algériens, ont interrompu le processus. Ils ont interrompu le processus après le premier tour. Le deuxième tour n'a jamais eu lieu. C'était un coup d'État. C'était un coup d'État. Et ce qu'a fait et vous avez entièrement raison de le dire, ce qu'a fait la Cour constitutionnelle roumaine est purement et simplement un coup d'État. Peut-être que si elle avait jugé l'élection, quel que soit son résultat, elle aurait peut-être annulé l'ensemble du scrutin. C'est le pouvoir du juge. Là, en l'occurrence, c'est une décision directement et purement politique. Oui, c'est-à-dire si la décision, surtout, était apparue la semaine prochaine, elle aurait eu l'occasion d'ailleurs de rendre une telle décision, étant donné que
Euh, je ne sais pas si des contestations auraient très certainement été introduites, ce qui fait que la Cour constitutionnelle aurait à coup sûr eu l'occasion de se prononcer la semaine prochaine pour validation des résultats du second tour. Donc effectivement, le fait qu'elle n'ait pas voulu attendre, bon, c'est en soi suspect. Et bon, je pense que maintenant c'est un peu le secret de Polichinelle. On s'attendait à une victoire de Colin Georgescu, peut-être pas un tsunami d'ailleurs, mais à une victoire. Peut-être même qu'on a pu, ça ce serait très difficile à confirmer, mais qu'on a pu assister, parce qu'encore une fois, les élections avaient commencé dans les sections consulaires. Et ça, c'est très intéressant. Il faut savoir que on a fait d'ailleurs la même observation lors des législatives qui ont eu lieu dimanche dernier, donc entre deux tours de présidentielle. Et on s'est rendu compte, ça c'est une nouveauté vraiment, vraiment intéressante dans le paysage politique roumain, que ce qu'on appelle la diaspora, d'un terme peut-être un peu usurpé, mais donc en fait l'émigration, avant tout économique, hein, roumaine, mais qui est très importante, hein, c'est au moins 25% de la population active qui vit à l'année, on va dire, hein, qui passe plus de temps dans un autre pays, notamment de l'Union européenne, notamment à l'ouest, hein, notamment les pays riches de l'ouest de l'Union européenne, où bossent ces Roumains. Et on s'est rendu compte que ces communautés-là, maintenant, votent surtout pour ce qu'on appelle en Roumanie le camp souverainiste. Là encore, j'adopte simplement le, la terminologie qui est aujourd'hui en usage en Roumanie. C'est comme ça qu'on parle de ces partis-là maintenant dans les médias en Roumanie et un peu partout. On pourrait critiquer cette terminologie, par exemple, au vu du fait qu'aucun de ces partis du camp dit souverainiste n'a à son programme le Roxit, hein, la sortie de l'Union européenne, qui reste un sujet tabou en Roumanie, notamment à cause de cette énorme diaspora roumaine de travailleurs plus ou moins pendulaires ou déjà totalement acclimatés en Allemagne, en France, etc., mais qui restent citoyens roumains et donc électeurs roumains. Bon, et c'est ce qui vous explique que la question du Roxit est extrêmement taboue en Roumanie et que donc maintenant vous avez un camp souverainiste qui, au vu des résultats législatifs, a quand même un soutien total, consolidé, donc en ajoutant les divers partis les uns aux autres, pouvant aller jusqu'à 35%, c'est pas rien, mais avec aucun parti qui aurait une sortie de l'Union européenne à son programme. Vous voyez, donc c'est un souverainisme un peu spécial. Bon. Euh, et la nouveauté, c'est que maintenant, la diaspora vote beaucoup pour les souverainistes. Hein, c'est-à-dire, il y a Alors, eu un retournement d'opinion dans les Roumains vivant à l'étranger, notamment en Allemagne, au Danemark, etc. Peut-être aussi sous l'influence de ce qu'ils voient se produire dans ces pays-là. Donc, par exemple, l'effondrement hein, sociopolitique en cours en Allemagne, qui doit... dont la France n'est pas loin, mon cher Modeste. Dont la Oui, France n'est pas loin, parce que ah la ben, on va situation aussi en est sentir les... Oui, terrible. oui, oui, C'est bah oui. terrible. Donc, alors, les Allemands ayant un problème économique, on l'a depuis longtemps, qui est relativement, j'ai bien dit relativement récent, du fait du problème de l'énergie. Alors, j'ai deux questions, mon cher Modeste, concernant ce qui se passe en Roumanie. Qui est ce câlin, c'est joli comme tout, câlin Georgescu, et pourquoi sa victoire du premier tour, appelons-la comme ça, il est premier, c'est une victoire. Pourquoi sa victoire du premier tour est-elle à ce point une surprise? Alors, qui est Kalin Georgescu? C'est vraiment, c'est une longue histoire, donc j'encouragerai les auditeurs que ça intéresse tout particulièrement à aller sur mon blog. Alors, Il est en l'article en question. description, hein, je vais le mettre. Hein. Merci, merci. Alors, l'article en question n'est pas entièrement public. Il y a une partie réservée aux abonnés. Bon, il faut savoir, ça coûte 10 dollars du mois. Voilà, les médias, vous savez, quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit, en fait. Bon, et où j'explique par le menu. Donc, c'est plus qu'un article, c'est un dossier, hein, en fait, sur Colin Georgescu, parce qu'il y aurait énormément à dire sur lui. Ici, je me contenterai de dire que c'est une sorte d'illusion d'optique, c'est-à-dire que la version maintenant communément admise, la doxa, c'est qu'il est sorti du néant, personne ne savait qui il était, et puis tout d'un coup on se réveille, fin novembre, là, il y a 2 semaines, avec ce type-là, non seulement au second tour, mais en tête des résultats du premier.
hein, donc devant la candidate, disons, euromondialiste Elena Lasconi. Bon, c'est largement faux, hein, c'est-à-dire que oui, en Roumanie, il y avait aussi beaucoup de gens, on va dire, dans le ventre mou assez apolitique de la société qui ignoraient son nom, qui l'ont découvert au tout dernier moment, quand il était déjà au second tour des élections présidentielles. Ça me semble possible, mais c'était déjà une minorité. Euh, Avant le début de cette campagne, ça pouvait encore être une majorité d'ailleurs dans la société roumaine, mais dès cette époque, il y avait une minorité consistante qui m'incluait. Bon, moi je ne fais pas partie de la société roumaine, j'ai simplement vécu très longtemps, qui connaissait déjà Călin Georgescu, et ce depuis, je dirais, au plus tard 2020. Moi, j'avais déjà entendu parler de lui-même avant, mais bon, c'est vrai que je ne suis pas très représentatif, je ne suis pas roumain, je m'intéresse beaucoup plus à la politique, à l'idéologie, etc., que la moyenne des Roumains, etc. Bon. Mais, encore une fois, il y a vraiment un noyau dur dans l'opinion roumaine qui était parfaitement familiarisé avec la figure de Călin Georgescu dès 2020, et ce pour une seule raison principale, très simple, et qui, une fois qu'on l'a nommé, ben, vous fait aussi comprendre pourquoi on en a si peu parlé depuis, et c'est son opposition au Covidisme. C'est-à-dire que ce qui a réellement lancé en politique le produit politique, entre guillemets, Călin Georgescu en Roumanie, c'est que dès les débuts, dès 1900, dès 2020, il a été totalement explicite et absolument radical dans son refus du Covidisme. Il faut savoir que la Roumanie est culturellement, sociologiquement, le pays où la population s'est le moins prêtée à cette expérience. C'est le pays le moins inoculé d'Europe. Et donc, on ne peut pas comprendre le phénomène Georgescu. Et ça, c'est ce qui vous explique aussi pourquoi il est passé sous les radars, notamment en Occident. Parce qu'à mon avis, il y a plein d'observateurs qui ont un pied dans les deux mondes, hein, qui ont un œil sur la Roumanie, mais qui par ailleurs bossent pour un marché francophone, germanophone, anglophone, ce que vous voulez, et qui se rendaient parfaitement compte des origines en fait du phénomène. Mais il y a un certain nombre de pays où, y compris dans les médias, disons, entre guillemets, dissidents ou de réinfosphère, ou etc., ben, le sujet du covidisme reste tabou, étant donné que, n'est-ce pas, dans la complicité covidiste, on va trouver aussi bien des régimes dits libéraux, alors ce nouveau libéralisme un peu spécial qui enferme les gens chez eux, mais aussi des régimes illibéraux, hein, qui ont généralement la sympathie de ces milieux dissidents. Bon, ce qui explique que personne n'a voulu en parler et que c'est passé sous les radars, y compris dans une partie de l'opinion roumaine. Simplement, pendant ce temps, sur Internet, la bulle Georgescu, soutenue par tout un tas de vidéos, et là, l'argumentation des services et de la Cour constitutionnelle, etc., noie le poisson en essayant de faire croire. Donc on est vraiment tombé dans les les toutes dernières profondeurs du pavlovisme appliqué, hein, que en fait, pour obtenir des résultats politiques, pour obtenir de la popularité auprès d'un électorat, il suffit d'y avoir accès. Donc, comme si les autres candidats s'étaient pas servis de TikTok, s'étaient pas servis de Facebook, s'étaient pas servis de Twitter, etc. Ben, bien sûr que si. Et eux, en plus, avec des staffs de campagne qu'ils n'ont pas cachés, qu'ils ont financés, d'ailleurs souvent sur des fonds publics, hein, détournés d'une manière ou d'une autre, comme chez nous, comme partout. Bon. Et simplement, la grande différence, c'est que ce que eux avaient à dire à l'opinion roumaine, ben, intéresse de moins en moins les Roumains. Hein, toutes ces grandes promesses, parce que c'est que des promesses, hein, c'est le paradis occidental qu'on leur promet depuis 1990. Donc en 35 ans, bon. Et maintenant, il y en a plein qui y vivent dans le dit paradis, et comme je le disais avant, ils ont tendance à de plus en plus voter pour des partis. Plus ils voient le paradis, plus ils votent pour des partis souverainistes, en fait. Et, euh, alors que, bah voilà, il y avait un type, alors qui n'a pas fait imprimer une seule affiche. Il n'y avait C'est pas une incroyable. seule affiche. Non, 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 et il était premier, hein, au premier tour. Bon. Mais il y avait un type sur Internet qui, lui, bah, disait des trucs. Alors, il a certaines convictions qu'on pourrait taxer un peu d'ésotérisme. La Roumanie est un pays très religieux, le pays le plus religieux de l'Union européenne, ça j'en suis sûr. Une religiosité souvent un peu teintée de superstition. Il y a beaucoup de New Age. Les sectes néo-protestantes y ont fait probablement la percée la plus sensible en Europe.
au détriment d'une orthodoxie qui est pourtant aussi plus vive en Roumanie que dans la plupart des pays orthodoxes, y compris la Russie. Bon. Donc, j'allais dire, c'est un pays très spirituel, hein, pour se faire comprendre de français, on le dira comme ça. Et par conséquent, dans le discours de Călin Georgescu, qui est un politicien, hein, qui sait s'adresser à un auditoire, bon, on va aussi trouver beaucoup de cette spiritualité, et donc y compris certaines affirmations qui pourront, que le francophone moyen trouvera New Age, ésotérique, Zarbi, enfin, bon, c'est vrai, mais sur un auditoire roumain, ça résonne, et puis par ailleurs, ben, il leur disait des trucs beaucoup moins, je dirais, beaucoup moins ésotérique, beaucoup moins farfelu et avec lesquels ils raisonnaient aussi parfaitement, quand il leur parlait de covidisme, du Forum économique mondial de Klaus Schwab, de la responsabilité du dit forum dans les politiques covidisme et dans le climatisme. Hein, il a aussi eu la langue très bien pendue sur la religion climatiste. Bon, et à partir de là, ben, on comprend déjà beaucoup mieux. Hein, pourquoi, avec TikTok, sans TikTok, avec des comptes fabriqués, payés par qui euh, bon, mais en tout cas, ça a fait mouche. C'est ça le truc. Et donc, il y a une sorte tout le camp anti-Georgescu passe son temps à essayer de changer de sujet en parlant de l'origine des fonds. Bon, il y a, encore une fois, factuellement, il n'y a rien. Il n'y a aucune preuve, il y a pas le moindre fil permettant de rattacher Georgescu, par exemple, à la Russie. Hein. En Russie, d'ailleurs, les réactions à l'apparition de Georgescu au premier tour ont été minimales, c'est-à-dire qu'il y a eu un commentaire assez neutre, mi-figue, mi-raisin de Peskov. Depuis, plus rien. Moi, je suis, hein, je lis le russe, je suis jour après jour les principaux canaux, Medvedev, Margarita Simonian, etc. Blackout, ils n'en parlent pas. Donc, s'il y a une sympathie de Moscou vis-à-vis de Georgescu, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est extrêmement discrète, curieusement beaucoup plus discrète que la sympathie d'une grande partie de l'équipe Trump. Hein. Puisque Alors, Trump lui-même. venons-en Oui. à ce point. Parce que avant que nous commencions cet entretien, j'avais envoyé un tweet signé Donald Trump à Modest Schwartz. J'étais un peu surpris, dans lequel il s'inquiétait de cette annulation du scrutin. Et Modest m'a dit, non, non, attention, c'est le fils, c'est Donald Trump Jr. qui a tweeté. Et ce qui est d'ailleurs intéressant, parce que peut-être que son père se sert de ce genre de choses. Donc, les États-Unis, euh, que ce soit Trump, mais aussi RFK, Robert Kennedy, Tucker Carlson, ont manifesté de l'intérêt avant même l'élection, si j'ai bien compris. Oui, alors, ce qu'on pouvait déjà repérer avant l'élection, mais il y a encore, je dirais, un an, 2 ans, ça restait des préoccupations un peu de niche, hein. Alors, peut-être un peu moins en Roumanie qu'ailleurs, mais en Occident, au moins des préoccupations de niche. C'est que dès cette époque, donc quand il y a maintenant au moins un an, je crois, Kennedy Jr. sort son bouquin sur Anthony Fauci, hein, sur les ombres au portrait du bon docteur Fauci. Donc je crois que ça s'appelle The True Fauci en anglais, le vrai Fauci. Eh bien, ce livre, dans son édition originale, son édition anglaise, hein, aux États-Unis, il faut le préciser, est préfacé par un certain Călin Georgescu. Hein, ce qui veut dire que il se connaissait, je pense, déjà longtemps avant que Kennedy ne rejoigne la campagne Trump. Je pense que c'est l'activité de Kennedy à la tête de la Children's Defense League, donc son activité anti-vaccinaliste, qui les a amenés à, sinon à se connaître, peut-être qu'ils se connaissaient déjà, mais en tout cas à faire cause commune. Et outre Kennedy, mais ça on l'a plutôt vu apparaître déjà pendant la campagne et surtout après le premier tour, il a aussi de toute évidence la sympathie alors de Donald Trump Jr., le fils on vient de s'en rendre compte avec ce tweet dont vous parliez, mais aussi de Brad Parscale. Alors, qui est Brad Parscale? Ça n'est pas exactement, ce n'est pas un officiel américain, il n'est pas non plus nominé pour des fonctions gouvernementales à partir de janvier. C'est le PDG d'une société de relations publiques qui s'est occupée de la campagne présidentielle de Donald Trump.
c'est donc quand même quelqu'un de très proche aussi de Trump, et qui a annoncé sur Twitter, il y a déjà une semaine, 10 jours, qu'il comptait se rendre en Roumanie avant même le second tour. Alors, est-ce qu'il l'a fait? S'il l'a fait, il l'a fait très discrètement. Moi, j'ai pas vu passer de confirmation pour aider, bah, prêter son assistance à la campagne du second tour de Călin Georgescu. Ce qu'il a parfaitement le droit de faire, hein, étant donné qu'encore une fois, il n'occupe pas de fonction officielle, hein, donc ce n'est pas une ingérence étatique dans les affaires roumaines, mais ça va plus loin puisque on attendait pendant une semaine, hein, jusqu'à un démenti qui n'est d'ailleurs jamais arrivé, c'est ça qui est drôle. Ça a été un démenti par les faits, mais on attendait pour jeudi, c'est-à-dire avant-hier, l'arrivée de Robert Kennedy Jr. lui-même à Bucarest pour une séance de lancement, hein, donc une sorte de débat lancement de la traduction roumaine de ce bouquin sur Fauci, et qui aurait donc donné l'occasion à l'auteur Kennedy et à son préfacier, déjà de l'édition originale, hein, Georgescu, l'occasion d'échanger avec pour modérateur, hein, on avait annoncé aussi la présence de Tucker Carlson. Alors, ce qui est assez étrange dans toute cette histoire, c'est qu'il n'y a jamais eu aucune confirmation, ni affirmation d'ailleurs, ni annulation. En réalité, ni Kennedy, ni Carlson, ni Georgescu lui-même ne se sont jamais exprimés sur le sujet, alors même que vous avez une des principales télévisions de Roumanie, Realitatea TV, qui sur son site, en se présentant comme partenaire média de l'événement, avait annoncé ce lancement. Hein, donc moi, il y avait déjà un média français qui était sur le point de m'envoyer à Bucarest, où j'ai peut-être eu de la chance de ne pas me retrouver, parce qu'allez savoir si je serais encore en liberté actuellement. Bon, pour couvrir donc le lancement qui finalement n'a pas eu lieu, encore une fois, sans aucune explication ni annulation du côté américain. Bon, bref, les liens de Kennedy avec l'équipe Trump, de Georgescu, pardon, avec l'équipe Trump sont avérés, sont évidents, sont clairs, même si Donald Trump lui-même, hein, The Donald, je pense pour ne pas mettre en péril et à mon avis, ça contient un indice très intéressant. Lui évite de s'exprimer sur ces histoires roumaines, à mon avis tout simplement parce que son nom est trop important, c'est-à-dire qu'il ne veut pas avoir de billes dans un truc qui, de son point de vue, pourrait mal tourner. C'est-à-dire, et ce qui, à mon avis, démontre assez clairement que la candidature de Georgescu n'est pas, comme certains complotistes le disent en Roumanie, téléguidée depuis Washington par l'équipe Trump. Je vois ça plutôt comme une sorte d'opération de type start-up qui essaye de se faire racheter à partir de janvier de l'année prochaine par l'équipe Trump, mais pas une initiative qui serait venue des Américains, ni encore moins de Russie, hein. C'est une initiative roumaine pour moi, le, l'aventure Georgescu. Hein. Et la contre-attaque donc de ce qu'on appelle communément le camp chorochiste à Bucarest, là aussi, c'est de l'interne. Hein. Moi, je ne vois aucun feu vert, aucun blanc-seing, ni de Washington, pas même de l'équipe Biden, derrière ce qui se passe. Et du coup, en réalité, c'est le petit poker menteur des acteurs locaux à Bucarest qui se joue et qui va se décider à l'interne, ce qui explique très bien qu'un type de l'importance de Donald Trump ne veuille pas associer son nom à ce genre de truc freelance, d'aventure qui peut partir dans tous les sens, parce que tout simplement, là, le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est-à-dire, il y a trop de risques pour lui. Donc, ce qui fait qu'en fait, il laisse. Parce que depuis le temps que ça dure, on va pas me raconter que Donald Trump n'est pas au courant, quoi. Enfin, c'est pas possible. Bon. Donc, en fait, il laisse des membres, mais pas non plus des membres trop en vue non plus, hein, pas Kennedy par exemple, hein, mais il laisse certains membres moins importants de son équipe, comme son fils, comme son ancien directeur de campagne, Pascal, etc. Il les laisse aller en avant et finalement parler à sa place, bon, même s'ils n'ont pas l'habilitation, voilà. Et lui, il attend en fait que la poussière soit retombée, comme disent justement les Américains, à Bucarest, pour prendre position, ou d'ailleurs probablement déjà en tant que président en fonction, quoi, c'est-à-dire après le 20 janvier. Janvier. Alors, c'est pas les Russes, c'est pas les Américains, et vous l'avez dit en commençant modeste, c'est les Roumains. C'est une affaire roumaine, finalement.
Et l'initiative que personnellement, moi, j'imaginais l'initiative de la Cour constitutionnelle, initiative prise après des pressions. Et d'après ce que vous nous dites, non, c'est une initiative spécifique, interne. Alors, qu'est-ce qui peut se passer maintenant? Parce que il va y avoir un vide. Réorganiser une élection globale, c'est pas si facile que ça prend du temps. Le mandat du président précédent est donc arrivé à échéance. Euh, Est-ce qu'ils vont avoir un Gérard Larcher intérimaire? Est-ce qu'ils vont faire comme Zelensky ou Zourachvili, prolonger illégalement leur mandat? Qu'est-ce qui peut se produire à partir de maintenant? Oui, alors formellement, ben, en fait, on le sait déjà parce que Klaus Iohannis lui-même n'a pas attendu pour l'annoncer. Comme s'il cherchait à se rassurer lui-même, finalement, il est passé à la télé pour expliquer il allait se sacrifier, hein, bon. Et donc rester président pour probablement encore 4 mois, jusqu'à ce que voilà, on ait pu arriver à une solution. Bon, la solution devant, de toute évidence, intervenir après l'entrée en fonction de Donald Trump. Et en réalité, c'est quoi à mon avis, parce que, en fait, il faut commencer, pour comprendre ce qui se passe, à mon avis, il faut commencer par bien identifier les acteurs. Et donc, vous avez d'un côté cette start-up Georgescu, qui n'est pas totalement transparente, hein, faut le dire, c'est-à-dire il ne faut pas se laisser abuser par des sympathies etc. Quand le type vous dit qu'il a fait une campagne avec un budget de zéro lei, zéro bagne, hein, donc la devise roumaine, donc de 0 euros, bon, je ne vois pas très bien comment ça pourrait être vrai, hein. Donc il y a forcément, si, il y a une équipe. Bon, simplement, elle est un peu souterraine, quoi. Il n'y a pas d'adresse, il n'y a pas de numéro de téléphone. Je suis bien placé pour le savoir. J'ai essayé de les contacter, hein. Il n'y a pas moyen. Bon, d'accord. Donc, c'est pas totalement transparent, c'est vrai. Mais en tout cas, je pense que c'est grassroots, quoi. C'est une initiative locale, c'est une start-up politique roumaine, et que Georgescu contrôle lui-même. En face à Georgescu, en fait, vous avez qui? Vous n'avez pas, comme vous allez le lire chez 36 complotistes, etc., l'état profond ça devient une entité ésotérique, hein. Au bout d'un moment, on sait plus très bien de qui ils veulent parler quand ils disent l'état profond. Bon. Non. En face, à mon avis, face à Georgescu, en ce moment, vous avez, à mon avis, exactement, ou presque exactement comme d'ailleurs à Tbilissi, comme en Géorgie, à mon avis, dans les deux cas, les anciennes structures de pilotage néocoloniales, appelons-les euro-atlantiques, ont été débordées par leur base. C'est-à-dire que ces structures, à l'époque leur fonctionnement était encore huilé, hein, disons il y a 5 ans, il y a 6 ans, quand par exemple en Roumanie, à l'époque, ils s'étaient débarrassés d'un premier danger populiste, alors qu'il était beaucoup plus timoré que Calin Georgescu, hein. C'était vraiment rien de comparable. C'était les sociodémocrates, d'ailleurs, c'est ça qui est drôle, ça venait pas du tout de la droite, encore moins de l'extrême droite. C'était les sociodémocrates à l'époque qui, un peu comme en Slovaquie, d'ailleurs, avec le smer de Robert Fico, avait eu une vague tentation, on va dire, vaguement eurosceptique. Enfin, c'est plutôt comme ça de ça qu'ils ont été taxés à l'époque par leurs adversaires. Là non plus, il n'était jamais question de Roxit ou de trucs comme ça, hein. Bon. Et à l'époque, l'appareil, disons, de contrôle euro-atlantique, les avait matés, hein, il n'y a pas d'autre mot, en l'espace d'un an et demi. Ça marchait encore très très bien, mais il faut comprendre en quoi consistent ces appareils. Vous avez d'un côté des donneurs d'ordre, qui sont en nombre relativement restreint, qui sont en général affiliés à des structures plus ou moins militarisées. Donc bon, on va éviter les périphrases, on va l'appeler par son nom. Vous avez la barbouzerie occidentale, hein, d'un côté. Et de l'autre, un groupe beaucoup plus large, local. Là, pour le coup, c'est des Roumains dans un cas, des Géorgiens dans l'autre. Et c'est ce vivier qui a été fourni principalement parce que ce que j'ai appelé dès l'époque, hein, il y a 5 ans, 6 ans, bon, dans mes colonnes du Visegrad Post, que j'avais appelé la galaxie Soros, c'est-à-dire c'est toutes ces ONG donc, auxquelles on fait référence en général en disant la société civile, comme s'il n'y en avait pas d'autres. Bon. Où effectivement les financements Soros sont très très visibles. Enfin, ça fait partie des grosses sources de financement de ces trucs-là. Même s'il y en a d'autres, il y a le fonds norvégien, il y a plein de bon, d'accord. Et là, vous avez en fait tout un vivier.
de gens qui, pour certains, pendant des décennies, hein, en fait, ont vraiment vécu de ça. Et assez bien vécu en réalité par rapport au niveau de vie de ces pays, hein. C'est-à-dire que bosser pour ces ONG, hein, comme on les appelle, que ce soit à Bucarest ou à Tbilissi, pour avoir fréquenté des gens de ces milieux-là, dans les deux villes d'ailleurs, je peux vous dire que c'est pas mal comme position sociale. Et donc vous avez des gens bah, qui ont des traites à payer sur un appart, disons, qui touchent peut-être en moyenne 2 500 € par mois, ce qui est vraiment pas mal, croyez-moi, pour Bucarest ou pour Tbilissi, et qui tout d'un coup ont l'impression, alors surtout depuis l'élection de Donald Trump, ont l'impression que le sol, qu'on leur retire le tapis sous les pieds, quoi. Je dis, mais attendez, mais à moi, à partir de janvier, je paye comment mes traites? D'où des réactions absolument viscérales, comme on a pu en voir. Alors, dans la rue à Tbilissi, forcément, c'est particulièrement pittoresque parce que les Géorgiens ont une culture politique extrêmement violente. Voilà, ils sont comme ça, hein, bon, voilà. À Bucarest, pour l'instant, on n'a rien vu de tel. Il faut savoir que les Roumains sont des gens beaucoup plus pacifiques que les Caucasiens en général, hein, les Géorgiens en particulier, mais les Caucasiens en général. Voilà. Et donc, je pense que dans les deux cas, les donneurs d'ordre qui, en réalité, à mon avis, pour l'instant, sont dans l'expectative, hein. Donc, il suffit de voir, par exemple, l'attitude des ambassades occidentales à Bucarest, qui pourtant avaient pris des habitudes d'ingérence, mais il leur arrivait de commenter des matchs de foot, quoi, quand le résultat leur plaisait. Non, je n'exagère pas, je ne blague pas, hein, c'est attesté, ça s'est produit. Bon. Et là, les ambassades euh, se fendent vraiment à tout casser de quelques propos très généraux sur la stabilité, etc. Et pareil dans le cas de la Géorgie. Regardez la déclaration finale donc de leur truc, là, comment ils appellent ça, le groupe de Weimar, voilà, avec les Polonais, les Français. C'est déjà rien que pour rappeler un truc, pour rappeler un groupe comme ça de Weimar, il faut oser. Hein, là, je veux dire, Faut le je faire. me demande si c'est pas l'idée de Macron lui-même d'ailleurs, parce que il est très créatif hein, comme garçon et bon, voilà. Donc, il faut lire la déclaration finale du groupe de Weimar sur la Géorgie. Par rapport au discours des insurgés sur place à Tbilissi, c'est vraiment de l'eau tiède, hein. Il n'y a eu aucune rupture de relations diplomatiques. La déclaration en question n'appelle même pas à annuler, refaire les élections, comme Madame Zourabichvili elle-même. Vous voyez, donc elle est à demi désavouée en réalité par Macron, Tusk et voilà. Bon, donc tout ça est extrêmement tiède. Je pense que ça s'explique, c'est-à-dire en fait Bruxelles, appelons ça Bruxelles, hein, comme terme générique, cherchent à aménager la chèvre et le chou. Donc, d'une part, ils ne peuvent pas totalement décevoir le petit personnel, mais qui sont en réalité en train de lâcher, hein, sur place. On va bon, lâcher financièrement. Ensuite, on verra si Soros continue même une fois qu'il y aura vraiment plus d'enjeux, ou si Soros continue à raquer, quoi. Ça, c'est possible. Allez savoir. En tout cas, eux, ils ont très peur que ce soit pas le cas, hein. Visiblement, ils se font de gros soucis sur les traites de l'appart à partir de janvier. Bon, donc d'un côté, il ne faut pas trop angoisser non plus ces gens-là. Il faut quand même un peu rappeler à l'ordre ce méchant Bidzina Ivanishvili, euh, un peu conforter Klaus Iohannis dans son idée que voilà, qui pourrait comme Zelensky devenir président à vie de facto. Bon. Hein, bon. Mais de l'autre, notamment dans le cas de la Géorgie, il est très très clair qu'ils font tout leur possible pour ne rien commettre d'irréparable vis-à-vis justement de Bidzina Ivanishvili. Hein, parce que ben, des fois qu'il réussirait à rester au pouvoir, et Oresco Referens, encore pire, restant au pouvoir, il trouverait même un deal avec Trump, ce qui pour l'instant n'a pas l'air d'être le cas, mais ça pourrait finir par l'être. Bon, ben, ce serait très ennuyeux à ce moment-là, vous voyez, pour certaines entreprises allemandes, pour certaines entreprises françaises. Bon, voilà. Donc, il y a très clairement il y a une volonté de ne rien commettre d'irréparable. Et à Bucarest, pareil, ils sont extrêmement tièdes. Hein, donc, c'est pour ça que dans un texte sur Facebook, je parlais du syndrome de la poule décapitée. C'est-à-dire que vous avez le corps de cet appareil de téléguidage euro-atlantique, c'est-à-dire cette société civile, entre guillemets, vous voyez, c'est cette galaxie Choros de Bucarest et de Tbilissi, par l'inertie des signaux nerveux, vous voyez, qui continue à courir, alors qu'en fait, elle n'est plus reliée à la tête. Ou alors, il y a encore une tête quelque part, mais la tête s'est mise en stand-by, quoi. La tête n'envoie plus de signaux. Et moi, c'est comme ça que je lis
aussi l'incroyable amateurisme quoi, de ce putsch. Je me permets de parler de putsch parce que vous l'avez vous-même dit, Elena Lasconi elle-même, hein, donc la candidate du parti affilié à Renew Europe, comme le parti de Macron, a commenté dans les heures qui ont suivi la décision d'hier, du 6 décembre, a commenté cette décision alors, sans utiliser le mot putsch, c'est vrai, en roumain, mais dans des termes qui, implicitement, enfin, elle parle bien d'un déni de démocratie, quoi. Donc Absolument. bon, je pense qu'à partir de là, c'est pas particulièrement exagéré pour un observateur externe de parler de putsch. Mais c'est un putsch complètement bâclé. C'est-à-dire, c'est un putsch qui a l'air d'avoir été écrit sur un coin de comptoir en dernière minute, etc., en contradiction d'une décision de la même instance 3 jours plus tôt. Ça n'a ni queue ni tête, ça n'a ni queue ni tête. Et donc pour moi, ça n'est pas prémédité, ça n'est pas téléguidé, c'est pas du travail sérieux. C'est exactement comme à Tbilissi, encore une fois, l'appareil de téléguidage euro-atlantique qui n'est plus du tout sûr de son fait, qui préférerait rester dans l'expectative jusqu'à ce qu'on sache exactement ce qui va exister à Washington et ce qui va exister à Washington, et qui se fait déborder par sa base, parce qu'il y a une base nombreuse, gourmande, et qui a très très peur, hein, encore une fois, les traites de janvier, voilà, il faudra bien qu'elles soient payées, hein, et qui donc se lance comme ça, à corps perdu, dans un... Et c'est là que c'est vrai que ça devient, du coup, on finit, enfin, il devient très difficile de prédire la suite, hein, puisque on entre un peu dans le grand La, n'importe quoi. L'élection de Trump commence simplement maintenant. La Ouais. dimension politique considérable de l'élection de Trump commence simplement maintenant à produire ses effets et ils n'ont pas fini d'en produire. Enfin, cette élection n'a pas fini d'en produire. Moi, je ne fais pas de prévision. Mais bon, merci infiniment, Modeste, de nous avoir éclairé de cette façon-là sur la façon d'appréhender un événement qui fait quand même pas mal de bruit, qui démontre que ben, l'Occident, alors je vais élargir l'image du poulet sans tête à l'Occident, il peut donner un peu cette impression, parce que clairement, disons que l'Europe, la partie de Europe occidentale de l'Occident, était quand même sous l'emprise des États-Unis, évidemment, ce sont des vassaux, ils ont des mentalités de colonisés. Le problème, c'est qu'ils se pensaient colonisés pour longtemps par les démocrates américains. Or, ils ont eu une très mauvaise surprise au début du mois de novembre, et donc là, il va falloir qu'ils s'adaptent. Et puis, c'est très difficile de savoir comment ça va se passer. Il y a encore un mois et demi d'incertitude. Oui, à peu près, oui, c'est ça, jusqu'au 20 janvier, et après, nous verrons. Mon cher Modeste, merci infiniment de cet éclairage précieux. Ça nous Tout le permet de plaisir était réagir pour moi. vite, hein, et de montrer à nos spectateurs on reste attentif. Alors, je ne vais pas faire quelque chose pour l'immédiat sur le Moyen-Orient et sur la Syrie en particulier, parce que pour l'instant, c'est le chaos total. Je parle de l'information. Sur le terrain, je ne sais pas, mais l'information, ça part absolument dans tous les sens. Je ne sais pas si ça va se décanter et dans quelle direction. Nous verrons bien. Eh bien, écoutez, merci de nous avoir écoutés et à très bientôt.